Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Notre première invitée ce soir, ce sera Emily Gleason. Elle a un pied en Belgique, un pied au Mexique et elle est autrice de bande dessinée. Elle nous parlera de troubles alimentaires et de junk food. On ira au théâtre de Poche ensuite pour voir un spectacle très éblouissant, mis en scène par Denis Lojol qui sera avec nous. Le spectacle s'appelle Kung Fu et puis on recevra un auteur français. Il s'appelle Alexandre Murat. Il signe un roman qui est quelque part entre le thriller et le roman historique. Et ça parle notamment de Napoléon. Ça s'appelle Aranea. Fin d'émission, un micro ouvert. Ce sera Marwan Abdallah qui viendra nous lire un de ses textes. Et connaissez-vous? Et on est parti. Bonjour Emily Gleason. Bonjour. Comment allez-vous? À merveille. Et vous? À merveille. Bon, vous connaissez déjà l'endroit où vous devez vous asseoir. Toujours, mon petit livre à côté. Vous avez triché, vous connaissez l'émission. J'ai triché, j'avoue. Comment est-ce qu'on doit vous présenter? Emily Gleason, autrice illustratrice de bande dessinée. Et c'est tout. Ouais. Vous dites bande dessinée? Ouais. Pas roman graphique? C'est la même chose pour moi. Pas pour tous les auteurs? Et non. Ouais. Pourquoi il ne faut pas faire de différence pour vous? C'est vraiment une histoire dessinée, que ce soit roman graphique, BD, manga, comics. C'est pour moi un tout. Ça dépend d'où c'est venu, ça dépend de l'époque, mais ça veut faire passer les mêmes choses, à savoir raconter des histoires, faire rêver les lecteurs et les lectrices. Et c'est ce qui compte pour moi. Les faire rêver et les informer aussi, parce que vous êtes dans la tradition de la BD documentaire. Hein? Dans un sens, c'est un mot que j'ai du mal à mettre. Je ne supporte pas en fait, je suis nulle, je veux dire, surtout dans le côté journalistique et autres. Je parle de docu-fiction dans Junk Food parce que je trouve que mêler la créativité, l'imagination à un fait réel est ce qu'il y a de mieux en cinéma, comme en bande dessinée, comme en lecture, pour faire passer un message. Ouais. Donc c'est de la fiction, mais il y a quand même une vraie documentation derrière. C'est ça, et en fait ça m'aide parce que la fiction était importante vu qu'on parle d'un groupe anonyme. Donc la BD était pour moi le meilleur médium pour pouvoir dessiner justement tous les témoignages que l'on a recueillis. Et tout est dit, tout ce qui est dedans est vrai. Mon dessin est effectivement ultra exagéré parce qu'il fallait mettre un peu de peps et sans m'inspirer trop des marketing, de la junk food et de l'industrie agroalimentaire, j'ai un peu joué avec les codes, je dois avouer. Ouais. Alors, vous parlez d'une organisation. Hein. C'est un petit peu comme les alcooliques anonymes. C'est exactement comme les alcooliques anonymes. Ouais, mais transposé aux troubles de l'alimentation. Ça existe vraiment? Ouais. Oui, il y en a en France, en Belgique, il y en a dans tous les pays anglophones, il y en a en Espagne. C'est global. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez sur ce sujet et pourquoi vous vous saisissez de ce sujet? Alors, ça remonte à 2015, 2016, je crois, où j'ai une partie de ma famille qui est mexicaine, bêtement, et qui, quand elles viennent ici, ont tendance à rajouter du sucre dans leur verre de coca. Et j'y voyais là un symptôme d'addiction assez flagrant. Par la suite, j'ai lu un livre qui s'appelait « Enquête sur l'autre poudre », pour faire l'allusion à la cocaïne, de Bernard Pellegrin, qui parle, lui, des lobbies et de la manière que les lobbies et les industries ont à nous manipuler pour manger vraiment du caca, quoi. Et je suis devenue assez virulente sur le fait que le sucre était pour moi la drogue la plus dangereuse qui soit, parce qu'elle est légale, parce qu'elle est distribuée à tous les enfants et qu'il fallait absolument arrêter de se voiler la face et d'essayer de trouver donc une manière de raconter ça de manière rigolote. Alors, vous êtes belge et mexicaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous êtes née au Mexique. Ouais. Un pied dans chaque culture. Ouais. Et l'équilibre quand même. J'essaye, du moins. Mais je brinque-balle beaucoup, mais je pense que ces deux cultures m'apportent énormément dans mon travail, comme dans ma manière de vivre, de manger, d'être, de penser. Et je suis assez heureuse de ce mélange assez absurde. Ouais. Vous avez fait l'école des arts décoratifs à Strasbourg. Ouais. C'était bien Strasbourg? C'était incroyable. C'était 5 ans de pur bonheur, de strudel et de mauvaise bière. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé cette passion qui était celle de raconter des histoires, alors que je m'en pensais incapable. Je voulais être camionneuse, moi, au début, parce que j'adore conduire, bref. Mais ces 5 années m'ont vraiment ouvert les yeux sur le pouvoir que je pouvais avoir entre les mains
de pondre des BD. Ouais. Votre première BD, c'est un gros succès, c'est Ted, drôle de coco. Oui. C'était basé sur l'histoire de votre frère, qui a le syndrome Asperger. Asperger, oui, exact. Ouais. Bah, c'est un peu la même recette que celle de Junk Food. C'est mes 2 livres qui ne sont pas des commandes, je dirais. Où là, j'avais ce besoin, pour ma famille plus que pour un public, de raconter avec humour ce qu'on vivait au quotidien et qui les faisait pleurer. Et c'est un peu là que j'ai compris ce que vivait mon frère au quotidien dans cette société qui, à l'époque, donc quand elle est parue en 2018, n'était pas du tout habilitée pour les personnes autistes. Ouais. Ouais. Ça vous a lancé ce succès de cette BD, Ted, drôle de coco? À fond, oui, j'ai quitté mon job, je me suis mis à bosser, accepter à tous les projets de commande, de presse, de jeunesse et de BD adultes. Et je suis comme un poisson dans l'eau depuis, à m'être vraiment trouvé, je crois. Ouais. Alors, on va revenir à Junk Food. C'est très autour de cette organisation qui s'appelle FA, qui fonctionne un petit peu comme les alcooliques anonymes, et vous décrivez un petit peu toutes les recettes, sans mauvais jeu de mots, pour essayer de sortir de ces addictions. Il y a des choses très surprenantes. Par exemple, dès le début, on va regarder les dessins, voilà, et vous allez un petit peu les commenter. Dès le début, vous nous expliquez, on a fait des expériences sur les rats, et entre le sucre et la cocaïne, les rats choisissent le sucre. C'est vrai ça? Les rats cocaïnomanes, donc ils ont déjà là-dedans pour la cocaïne. En fait, ils préfèrent se tourner à 90% vers le sucre. Ça, c'est un fait, c'est avéré. Ça a été fait en 2007 par le chercheur addictologue spécialisé en cocaïne, Serge Ahmed, à Bordeaux. Et de là, en fait, c'est une étude qui était déjà assez connue finalement quand on a commencé à dessiner la BD. Donc on s'est intéressé plutôt à celle de Paul Kenny, qui lui a trouvé un peu le syndrome cheesecake, qu'on a illustré donc, dès les premières planches, et que je trouve d'autant plus explosif, quoi. C'est complètement fou, le fait que... je ne sais pas si j'ai le temps ou si je la raconte. Oui, vous pouvez, allez-y. On prend 3 groupes de rats. C'était pour savoir entre le gras et le sucre, quel était le plus nocif pour le corps. Et donc, un groupe de rats à qui on donne que du gras en plus de la nourriture normale, un autre que du sucre, et le troisième, il fallait un produit qui puisse mêler les deux à 50%. Donc, c'était le cheesecake. Ça aurait pu être la pâte à cookies, ça aurait pu être de la pâte à tartiner, bref. En une semaine, les rats de cheesecake deviennent obèses, ils refusent absolument toute autre nourriture que leur dose, ils en vont jusqu'à se mourir de faim et arrêter de manger. Ils font des doses de... Ils appuient 3000 fois sur un bouton, ils se prennent des chocs électriques pour avoir leur cheesecake et c'était flagrant, quoi. Ça a été rapide parce qu'en fait, ça va directement aller titiller le circuit de la récompense dans le cerveau, exactement comme n'importe quelle autre drogue. Ouais. Donc, ce que vous nous dites, certains aliments de la junk food sont des drogues. La junk food est une drogue. C'est pour moi pas une nourriture. C'est pour ça qu'il y a une différenciation à faire entre nourriture et junk food. C'est qu'elle est aussi hédonique qu'un verre de vin ou une cigarette. C'est qu'elle ne t'apporte rien nutritionnellement, mais elle te fait plaisir. Et c'est là qu'il n'y a pas de limite. Pour creuser un peu plus, c'est vrai que les industries utilisent une recette assez magique et destructrice, qui est le point de félicité. C'est vraiment une... Je ne sais jamais regarder, c'est rigolo. Mais un mélange entre gras, sucre et sel, tellement parfaitement dosé que en fait, tu n'arrives pas à t'arrêter, mais tes papilles gustatives n'arrivent pas à saturer non plus. Donc tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens. Et ça, c'est un comportement d'addict. Alors, on parle un peu de vos personnages. Yes. Il y en a plusieurs. Et on suit notamment une jeune fille qui hésite à entrer, qui est un petit peu dans le déni. C'est un petit peu ça le problème aussi avec le trouble alimentaire, c'est qu'on ose en parler trop tard. C'est ça, avec l'alcoolisme ou la cocaïnomie aussi. C'est juste cette idée de... C'est la première étape d'ailleurs des food addicts ou des alcooliques anonymes, c'est d'accepter cette addiction, que tu es faible face à elle et que tu as besoin d'aide extérieure parce que c'est compliqué d'en sortir seule. Et donc c'est vrai qu'elle arrive, elle a l'impression que c'est une secte. Évidemment, quand on ne connaît pas le programme... ça peut paraître, mais on réalise que ça ne l'est pas du tout. Ils sont un peu illuminés quand même, vos personnages, et ils font des choses un petit peu illuminées quand même. Alors ça c'est peut-être mon ton et, de dessin, mais en général, et c'est même très courant, c'est juste en fait des gens qui vivent la même maladie, qui se comprennent et qui arrivent enfin à prendre la parole parce qu'ils sont écoutés, quoi, contrairement à la plupart... Je pense à l'entourage qui n'est pas prévenu, je pense à certains médecins qui n'acceptent pas encore cette addiction, cette maladie, et donc je pense à Iago notamment, qui lui est donc un corps musclé extraordinaire,
Parce qu'il fait 5 heures de sport par jour, mais il dépense 800 € en viennoiserie chaque mois qu'il va manger tout seul. On le voit d'ailleurs. Voilà, c'est le personnage qu'on voit maintenant. Donc il est à la fois méga sportif, mais à la fois complètement dépendant de son craquage au petit déjeuner. Et il y en a plusieurs des personnages comme ça. Vous dites aussi, quand on arrête la drogue, par exemple, on peut facilement tomber dans la dépendance à la nourriture. C'est-à-dire qu'on remplace une addiction par une autre. Complètement. C'est un transfert d'addiction qui est très courant. Quand on arrête n'importe quel type de drogue, on aura tendance à aller se jeter sur une autre. Et comme la bouffe n'a jamais été perçue comme drogue, c'est vrai que parmi certains programmes comme ça, on y arrive facilement. Surtout qu'elle est légale, elle est partout et que c'est assez facile de tomber dedans. Ouais. Ouais, et il y a des personnages dans votre récit qui le vivent très très mal. On a la perte de l'estime de soi, on se retrouve vraiment dans des situations très très compliquées, on lui laisse passer son travail, son couple, exactement comme dans les autres addictions. Je voudrais qu'on parle un instant de votre dessin. All right. Parce qu'on va revoir des images, Émilie Gleason. Moi j'ai pensé un petit peu aux années 70, à la période hippie, à des couleurs très vives, un petit côté Tex Avery. Et alors vos personnages, ils sont hypertrophiés, c'est-à-dire que ils sont très ludiques, mais vous allez jusqu'au bout de... Il y a tout ça, vous êtes d'accord ou pas? Parce que je les démembre, je pense. Le Tex Avery, c'est évident, j'ai grandi avec, j'étais vraiment une enfant de la télé. J'ai passé 3 heures devant Cartoon Network et Tex Avery. Et ouais, il y a ce côté où si je dessine, c'est aussi pour peut-être représenter autre chose que ce que je vois tous les jours. À savoir... Mais la bande dessinée alternative des années 70, vous êtes d'accord ou pas? Ça vous a inspiré, ça ou pas? Non, pas du tout. Ah bah voilà, j'ai tort. Alors attends, parce que moi c'est genre Philémon, j'ai grandi avec, ou Edika. Ouais. C'est vraiment mes deux références ultimes en dessin, mais je ne saurais pas dire si c'est les années 70 ou pas, c'était plus 80. C'est plus, oui, c'est plus récent. Ouais. Mais vous irez jeter un petit coup d'œil sur la bande dessinée de la période hippie, et à mon avis, vous allez trouver des choses qui vous correspondent. Ok. La prochaine BD, elle est déjà en route? Oui, j'ai 3 projets en route. Je suis une boulimique du dessin, ça me titille. C'est une sorte de drogue aussi, ça? Ah, j'y ai cru, hein. Ouais, j'ai eu des bas, des hauts, des burn-out, mais c'est ma meilleure manière de m'exprimer, c'est ma meilleure manière de respirer, de dire ce que je pense, et j'en ai besoin, je crois, pour me sentir entière et utile. Pour que le livre soit utile, vous savez comment on s'en sert? Est-ce que c'est le point de départ d'une réflexion, d'une discussion, éventuellement de l'envie d'aller chercher de l'information? Est-ce qu'on peut créer une soirée débat à partir de Junk Food d'Émilie Gleason, par exemple? Oh bah 100%, oui, je pense. En fait, elle s'adresse à tellement de monde, sachant que les addicts sont 5 à 10% de la population mondiale, mais je pense à tout l'entourage qui n'a pas forcément les clés, les questions. Je pense à ces gens qui ont des relations problématiques avec la nourriture sans savoir où chercher. Et je pense à ceux qui, pour déculpabiliser, se rendent compte que non, ils ne sont pas addicts et que c'est pas grave si tu prends un dessert. Ouais. Il y a un petit formulaire, à un moment, à remplir dans le bouquin. On coche des cases. Ça va assez vite, quand même, de se dire qu'on a un petit problème. Oui, mais ça, c'est pas de notre faute. C'est juste qu'on vit dans une société vraiment addictogène, vis-à-vis de ça. Ouais, et ça, c'est le message principal aussi. C'est une maladie. On n'est pas coupable quand on est malade. Non, exact. Émilie Gleason, vous êtes bruxelloise? Ouais, scarbécoise. Est-ce que ça vous arrive d'aller au théâtre? Et oui, évidemment. Sous votre BD, il y a un petit flyer. Ouais. De quoi s'agit-il? Ça s'appelle Kung Fu. C'est de Denis Lojol et d'Émilie Guillaume. Est-ce que vous connaissez Denis Lojol? Ouais, je l'ai croisé, je crois, il y a quelques minutes. Mais sinon, non. Alors, vous allez faire plus ample connaissance. Denis ça va? Ça va bien. J'avais préparé moi aussi mon petit flyer, mais ça ne rien. Denis Lojol, est-ce que je peux vous proposer de vous mettre juste en face d'Émilie Gleason? Voilà. Comme ça, ce sera plus facile pour discuter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'elle vient d'expliquer de sa BD, pour commencer? Ça me touche très fort, Je suis un des rares garçons à avoir fait de l'anorexie quand j'étais vers mes 18-20 ans. Je faisais du sport de haut niveau aussi. Ok. Et après, j'étais passé dans la boulimie. J'ai eu ce rapport problématique à la bouffe assez longtemps, parce qu'après, pour arriver à trouver une forme d'équilibre, ça m'a pris des années. Et c'est vrai que c'est en faisant du théâtre, en extériorisant d'autres types d'émotions, que j'ai réussi. Je me reconnais très fort dans tout ce que tu racontais sur le fait de raconter des histoires. On a des points communs, oui. Ah oui, non, il y a plein de choses. Et en plus, il y a une autre chose. Alors, pour lancer le débat, parce que là, tu parlais de ce gars très athlétique, voilà.
Dans ma pièce, il y a le compagnon d'Émilie Guillaume, dont je raconte l'histoire, qui s'appelle Felipe, qui lui est colombien. Ok. Et qui lui, donc tous les jours, arrive avec des donuts. Et il est très content. Alors ça se passe dans la bonne humeur et tout ça. Et lui est extrêmement sportif et il crame toutes ses calories. Et il fait toujours du... Mais du coup, je pense que je vais lui parler de ton bouquin. Ah bah voilà, donc on a déjà une première connexion. Denis Lejeune, homme de théâtre, metteur en scène, expliquez-nous l'argument de ce kung-fu. Kung Fu, bah, c'est un portrait. Un portrait d'Émilie Guillaume, donc, qui est une fille absolument extraordinaire, qui est donc une spécialiste des sports de combat, qui règle des arts martiaux notamment, et qui règle pas mal de chorégraphies dans pas mal de films et de pièces de théâtre ici en Belgique. Beaucoup de gens la connaissent sans le savoir. Voilà, parce qu'elle est la spécialiste des cascades, sports de combat, kung-fu, ici en Belgique. Et elle a une vie assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle vient d'une famille tout ce qu'il y a de plus rangée, scarbécoise d'ailleurs. Sauf que, elle a toujours aimé la bagarre, elle a toujours aimé donner des coups de pied. Elle a toujours aimé se bagarrer avec les garçons dans la cour de l'école et tout ça. Et donc très vite, elle a fait de la boxe, elle a rencontré quelqu'un voilà, quand elle était ado, qui lui a ouvert les portes du combat. Ça s'est mal fini. Et puis après, elle a fait l'IAD, elle a fait une école de théâtre. On lui a expliqué qu'elle était trop sportive, pas assez féminine, quoi. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours bagarré avec les codes de la féminité, avec les injonctions classiques qu'on peut donner aux femmes. Les stéréotypes. Les stéréotypes. Dictat. Jusqu'au jour où elle est partie, elle a décidé de claquer la porte de tout ce qui l'emmerdait, de tourner le dos à ces monstres, comme elle dit, et de partir en Chine dans l'école. Alors elle voulait faire l'école de Jackie Chan, qui était son idole, c'était l'opéra de Pékin. Mais l'opéra de Pékin ne chantait pas assez bien, alors du coup elle est rentrée au cirque de Pékin. Et seule occidentale, femme au milieu d'enfants chinois du cirque de Pékin. Donc il a fallu du temps pour se faire accepter. Et puis elle est devenue là-bas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'est formée, qu'elle a appris toute la philosophie aussi qui est derrière les arts martiaux. Et ensuite elle est revenue et puis maintenant ça fait des années qu'elle enseigne aussi. Voilà. Et puis maintenant elle avait envie un peu de raconter sa vie. Voilà, et vous l'aider à raconter sa vie dans ce spectacle. Je vous propose qu'on voit un extrait, Denis et Émilie. Comme ça, on va voir exactement de Émilie, quoi on d'ailleurs. parle. Mais oui, c'est rigolo. Kung Fu, ça veut pas dire se taper dessus. Ça vient de Gong Fu, qui peut se traduire par travailler dur. Elle est belle, hein? Travailler dur. Et repartir de zéro. Denis Lejeune, ça n'a l'air de rien, parce que là, on ne voit qu'une petite minute. Mais ça dure quoi, 1h15, 1h20 comme ça? C'est ça. Donc c'est extrêmement physique, ça va dans tous les sens. Il y a des prouesses, il y a des cascades. On peut parler de cascades? Il y a du combat? Oui, il y a du combat, il y a du combat. Il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de... Donc on a travaillé par tableau, en gros, sur l'histoire de sa vie. C'est un peu sa vie rêvée ou fantasmée. Parce que le but du jeu, ce n'était pas de faire quelque chose d'autobiographique ou de biographique, comme je viens de raconter. Ça, on peut le lire dans le programme. Non, ce qui était intéressant, c'était de faire un spectacle autour notamment de son corps. Parce que c'est ce corps-là qui échappe aux stéréotypes. Et le corps de Felipe, qui l'accompagne sur scène, qui est son compagnon aussi dans la vie, échappe lui aussi aux stéréotypes. Et c'est ces histoires de corps que j'avais envie de raconter. J'avais envie de faire quelque chose de plus chorégraphié que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire avec moins de texte. Et de vraiment s'axer sur la sensation, sur le corps, un spectacle plus dansé, plus athlétique et plus corporel, plus physique, plus instinctif peut-être aussi. Et qui rassemble des codes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au théâtre, c'est-à-dire le kung-fu, les codes du gaming, les codes des mangas. C'est ce qu'elle connaît le mieux.
et ça m'intéressait aussi d'aller voir dans ce qu'on appelle la sous-culture, c'est-à-dire, enfin, qu'on appelle quand on le regarde de haut la sous-culture, c'est-à-dire ces choses qui sont un petit peu On va citer du Bruce Lee, par exemple, dans le spectacle. Exactement, il y a des poèmes de Bruce Lee dans le spectacle. Personne ne sait que Bruce Lee a écrit des Il poèmes. écrit des poèmes. Des poèmes sublimes, mais vraiment sublimes. Vraiment sublimes. Ah ouais. Franchement, c'était une découverte quand Émilie m'a fait découvrir ça. Je dis tout de suite, oh là là, mais faut absolument qu'on entende ça parce que c'est juste dingue. Il a fait la philosophie, Bruce Lee, avant de. Est-ce que vous êtes d'accord, Denis Lejol, pour dire qu'on est à mi-chemin entre du théâtre et un spectacle circassien? Vous mélangez plusieurs codes, et je voudrais aussi signaler dans la mise en scène une très forte, très belle réussite dans tout ce qui va être la vidéo, les jeux de lumière. Il y a un effet de mapping. Par moment, vous avez utilisé vraiment beaucoup de techniques. Hein. Oui, et on en prend. Allez, moi je l'ai vu, c'est moi qui vais le dire. On en prend plein les yeux au début. Et franchement, c'est assez onirique, et on prend un espèce de coup de poing qui n'est pas un coup de poing kung-fu, mais on prend un coup de poing visuel. Oui, je suis plus que ravi. Le résultat auquel on est arrivé avec l'équipe que j'ai rassemblée dépasse largement les attentes que j'avais. Je suis arrivé avec des tableaux dans la tête. J'avais écrit, donc le texte tient à peu près sur 6 pages. Okay. Donc voilà, et avec beaucoup didascalie, j'avais expliqué qu'est-ce que je voulais, mais l'équipe qu'on a rassemblée autour de nous a réussi à traduire ça sur scène. Donc on a fait la dramaturgie tous ensemble. Tous et toutes ensemble, parce que c'est une équipe aussi que j'ai demandé à être assez féminine. Enfin, j'ai un peu féminisé, un peu rajeuni l'équipe avec laquelle, parce que ça me paraissait important que la question du male gaze, par exemple, se pose tout de suite. Évidemment qu'une fille qui se bat, c'est sexy, on connaît les stéréotypes qu'il y a derrière. Évidemment qu'on est parti sur Tarantino, mais Tarantino, c'est aussi Weinstein. Donc, ce genre de questionnement traversait la pièce, parce que c'est un récit d'émancipation féminine, et comment le regarder moi en tant qu'homme. Moi, ça m'intéressait de ne pas être que dans la projection. Donc, j'ai rassemblé une équipe qui avait son mot à dire sur la dramaturgie, sur la façon de regarder ce corps féminin. Donc, il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe, et ça, je pense, créer une unité dans le spectacle. Je reviens sur ce que tu disais. La vidéo, la scéno, les costumes, la lumière, tout ça s'est créé ensemble. Le son, évidemment. Tout ça s'est créé ensemble, et tout le monde a eu son mot à dire sur le sens qu'on avait à apporter tous ensemble. Et ça, j'ai envie de plus en plus de travailler comme ça, de faire accoucher une équipe, parce que 10 cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Ça me fait vraiment... Enfin, c'est une façon de travailler que j'ai expérimentée, et du coup, ça donne un spectacle total. Et ça, qu'il soit à mi-chemin, oui, il est à mi-chemin entre plein de choses, et c'est surtout, je pense, un objet qu'on a... Enfin, moi, j'avais jamais vu ça au théâtre, donc je suis très content et très fier de l'avoir fait. Émilie Gleason, est-ce qu'on vous donne envie d'aller voir Kung Fu? Ah oui, clairement. Il y a des costumes un peu flashy, qui pourraient ressembler à ce que portent vos personnages. Des costumes de Solène Valentin, une scénographie de Noémie Van Est, une vidéo de Lionel Ravira, du son de Stéphane Discus, des lumières de Nathalie Borlé. Voilà, j'ai envie de vraiment... Quand vous vous lancez là-dedans, il ne faut oublier personne. C'est toujours dangereux, Denis Lejol. Mais c'est pas grave, ils m'en voudront pas, parce qu'il y a une énergie formidable dans cette équipe, et j'en suis Denis Lejol, pour ceux qui vous suivent, ils vont sûrement se rappeler que vous avez été le metteur en scène de Fritland, où on racontait la vie de quelqu'un qui a réussi dans le commerce des frites, mais qui avait envie de faire autre chose. Et puis ceux qui vous connaissent d'un petit peu plus loin se rappellent que vous aviez monté une pièce sur le cyclisme. Vous avez été vous-même cycliste, le porteur d'eau, si je ne me trompe pas sur le titre. C'est ça. Et puis une pièce sur le football qui parlait notamment de la main de Dieu de Maradona, qui s'appelait L'éloge du mauvais geste. Est-ce qu'avec Kung Fu, vous avez réussi à marier vos deux pratiques, vos deux obsessions? D'un côté, le sport, l'adrénaline, la mentalité des sportifs, et de l'autre, faire du théâtre où on donne la parole à des gens qui parlent de leur propre vie. C'est un peu ça, c'est la synthèse? Oui, complètement, mais c'est pas moi qui devrais être là, c'est Émilie, parce que Émilie, c'est le sujet de la pièce, évidemment, oui, moi, mes obsessions, c'est intéressant d'en parler, et il y a une unité dans mon travail, clairement. Mais après, par exemple,
les femmes qui combattent, par exemple, ça a toujours été une de mes obsessions. Et je montais aussi un spectacle qui s'appelait Pas pleurer, qui parlait de la guerre d'Espagne, où c'était ma compagne Marie-Aurore qui jouait, et ou un autre spectacle avec Déborah Rouache, qui elle aussi est une combattante. Il y a quelque chose dans lequel où j'ai monté un spectacle sur Grisélie d'Israël aussi, qui était une prostituée suisse, qui était une warrior elle aussi. Je suis assez sensible à ce mélange des genres. Je crois qu'on peut se projeter en tant qu'homme dans un personnage féminin tout autant qu'une femme dans un personnage masculin. Émilie, d'une certaine façon, c'est moi. Hein. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien faire des portraits de gens aussi différents que Zénel ou Émilie, parce qu'en fait, je pense que tout le monde peut se projeter dans l'histoire des autres. Et qu'en réalité, il n'y a pas d'histoire. On peut prendre n'importe qui dans la rue, vous pouvez choper n'importe qui. Si vous vous intéressez à son histoire, il y a toujours un monde derrière. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... Ça m'intéresse évidemment de raconter l'histoire extraordinaire d'Émilie Guillaume parce qu'elle est une héroïne, mais les héroïnes, ça n'existe pas. Les héros n'existent pas non plus. Derrière, il y a un monde et c'est ça qui est intéressant dans le fait de raconter des histoires, quoi. Tout le monde peut se projeter dans l'histoire des autres. Et le théâtre a ce rôle-là de rassembler les gens autour non pas d'exemples ou de modèles ou de héros, mais d'un récit qui peut peut-être être commun où tout le monde peut se projeter. Émilie Gleason, vous avez déjà fait des arts martiaux dans votre vie ou c'est un domaine qui vous était étranger? J'ai 2 petits frères, mais c'est plus des coups de poing. Pas tellement arts martiaux, non, donc c'est assez nouveau. Après, c'est le genre de figure en fait, que j'aurais aimé avoir plus jeune, grandir avec. Je pense que ça m'aurait donné une force que je n'aurais pas eue. Travailler pour le théâtre, dessiner des décors par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter? Oui, la scénographie en gros, c'est une échelle terriblement différente qu'un A4 en BD, quoi, mais je crois qu'il y a aussi tellement de moyens de faire passer un univers complet à travers un décor pour pouvoir faire naître des personnages qui peuvent vivre dedans et créer toute une microcosme sur scène. Je trouve ça magique en fait. Oui, Il y a beaucoup d'humour et de distance dans votre BD. Il y a un moment de distance aussi de Nilo Jeune avec une scène de catch à la fin. Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène de catch? D'abord parce que le catch, c'est pas du vrai combat, on est d'accord. Oui, mais tout le monde fait semblant d'y croire. J'ai été voir un match de catch, parce qu'ils font vraiment des matchs de catch, hein, Émilie et Felipe, ils ont joué dans les Marolles, j'ai été les voir, donc c'est un public qui n'a rien à voir avec le public de théâtre. Je suis très content de faire venir ce public-là au théâtre aussi. Et ce qui est assez dingue, c'est que tout le monde sait que c'est fake, mais tout le monde fait semblant d'y croire. Mais à 2000%, j'étais épaté. Même au théâtre de poche, le public hue et oui, applaudit. Évidemment, il suffit de dire on fait du catch, tout le monde fait ah putain, ça va, on va pouvoir péter un coup. Pardon. Non, je dis des autant gros que tu veux. Oui, on va faire semblant d'être pour. Tout le monde se lève, tout le monde, c'est dingue. Je me doutais que ça allait marcher, mais à ce point-là, c'est assez épatant de voir comment la catharsis justement peut marcher. C'est bête comme le théâtre, c'est vieux comme le monde, mais. Je pense à la romantique, c'était la même idée. Exactement. C'est toujours un spectacle besoin, complet où tu as besoin de catharsiser, comme tu le dis. C'est ça. Voilà. Et on joue le jeu. On joue le jeu, on crie très fort, et puis hop, on se rassoit, et puis on écoute un poème de Bruce Lee. Ouais, non, et d'autant plus après cette période post-Covid quand même, parce que dans les théâtres, on a quand même fort souffert de ne pas être ensemble, de ne pas pouvoir jouer, de jouer devant des publics disséminés comme ça, avec des masques. Enfin, c'était voilà. Là, le fait d'avoir de temps en temps des vrais moments de communion avec le public, mais c'est un bonheur. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être ce qui nous différencie dans notre médium. Ouais, c'est très solitaire. Moi, je suis derrière ma table et c'est tout. Et, oui, alors qu'en théâtre, tu es obligé de créer, d'avoir ta troupe. Je fais clairement ça, moi, pour être moins seul, parce que j'ai tendance aussi à être assez solitaire. Et forcément, on est solitaire quand on fait de la mise en scène, on a besoin, ou quand on écrit, parce que là, j'ai écrit le truc. Il y a toute une période de maturation où on est un peu solitaire. Mais après, le but du jeu, c'est de faire que cette énergie-là circule et que tout le monde... l'énergie circule. Ça s'appelle Kung Fu. C'est jusqu'au 18 février au Théâtre de Poche. Et je signale à Émilie Gleason et aux autres qu'il faut quand même se dépêcher parce que les places partent vite. Hein. Vous avez commencé... La première semaine, c'était déjà guichet fermé. Ça, c'est quand même... une belle récompense, hein, Denis Lojol? Tout à fait, je ne boude pas mon plaisir. Trop bien. Alors, Émilie, sous votre livre, il y avait donc le petit flyer du Théâtre de Poche et il y a un autre livre. Est-ce que vous pouvez me lire la couverture? Aranéa, la légende de l'empereur, de Alexandre Murat. Connaissez-vous Alexandre Murat? Pas encore. Eh bien, le voici. Bonjour. Bonjour Alexandre.
donc j'imagine que je suis au milieu. Bah oui. Tu fais vraiment animatrice en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ah, ça y est, Je ta suis deuxième désolée, carrière Bagou. est lancée, ça y est, c'est bon. Je me découvre. Voilà. Alors, la beau. conversation a déjà commencé. Alexandre Murat, présentez-vous, va peut-être y avoir une surprise. Hein. Accrochez-vous les autres. Ah, alors, donc moi je suis Alexandre Murat et j'ai écrit ce roman qui s'appelle Aranea, la légende de l'empereur, aux éditions Fleuve Noir. Et je descends en fait de Joachim et Caroline Murat. Joachim Murat était le beau-frère de Napoléon. Il avait épousé Caroline, donc il est la petite sœur de Napoléon. Et Murat, c'était, on va dire, le grand patron de la cavalerie de l'Empire. Et ils ont été tous les deux ensuite rois et reines de Naples pendant quelques années, jusqu'à la fin de l'Empire en fait. Et voilà. Et donc je descends en direct d'eux. Et ce roman, évidemment, la légende de l'empereur, c'est Napoléon. Et donc j'ai voulu retracer un peu toutes ces histoires dans un thriller historique. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ça a été tout un travail d'arborescence, de recomprendre et de creuser dans ton passé. Voilà, c'est ça. C'est réconcilier le passé avec une fresque romanesque. Voilà. Ça vous parle, la période de Napoléon, ou c'est juste un souvenir d'histoire, Émilie? Ouais, j'allais pas à mes cours d'histoire. Ouais, donc, souvenir lointain. Un peu, j'avoue. Denis Lojol, qui a des origines françaises, ça vous parle plus? Ah oui, ça me parle beaucoup. Et en France, on n'a pas du tout la même perception de Napoléon qu'on peut l'avoir ici en Belgique. Par exemple, moi, c'est la première chose qui m'avait surpris d'abord, c'est Waterloo, évidemment. Ouais. Puisque On Waterloo, va signaler que Murat n'était pas à Waterloo. Murat hein. n'était pas à Waterloo et d'ailleurs Napoléon a dit que si jamais il avait été là, le cours de la bataille aurait peut-être changé. Mais voilà. Je connaissais cette phrase, Voilà. tout à fait. Même avec mon père, je sais qu'on a parlé de Napoléon, on a toujours en France l'image de, quand même, l'empereur qui a amené aussi le droit de l'homme, qui est de succès de la Révolution, le code civil, etc. Ici, en Belgique, c'est pas tout à fait la même perception. On a quand même un truc de dictateur. C'est ça qui est beau. Voilà. Ah, mais il y a encore, et de guerre. il y a encore des fans de Napoléon, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, le Code civil a aussi influencé la législation Bien belge. sûr. Il y a beaucoup plus d'influence que vous ne semblez le dire. Alexandre Murat, on est à mi-chemin entre le thriller et le roman historique, je peux dire ça? Oui, c'est pour ça qu'on utilise souvent la dénomination de policier historique ou de thriller historique, puisque en fait, pour raconter l'histoire en deux mots, en fait, au départ, tout part d'une histoire vraie, puisque Napoléon, à la fin de sa vie, décide de léguer par testament des petits aigles en argent, qui font à peu près cette taille-là, qui étaient vissés sur les couvercles des soupières de son argenterie. Et il décide de les distribuer à ses proches, sa famille, etc. Et donc, par testament, il y en a un qui est donné à Caroline Murat, Caroline Bonaparte, et puis de descendance en descendance, cet aigle arrive un jour dans mes mains. Et évidemment, quand j'étais petit, il y a bien longtemps, et que ma mère me racontait l'histoire des objets de la famille, et dont cet objet-là, je trouvais ça fascinant de me dire, je tiens dans les mains un objet que Napoléon a tenu quelques jours avant sa mort, à 6000 km de là, à Sainte-Hélène. Et cet objet a traversé le temps et l'espace pour arriver chez moi. Bon, et donc ça, je trouvais ça dingue. Et puis, plusieurs années plus tard, en reprenant cet aigle, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, j'ai imaginé et c'est là que la fiction commence, j'ai imaginé qu'il y avait 7 aigles qui étaient disséminés à travers le monde. Au dos de chaque aigle, il y avait un morceau de code que Napoléon avait gravé. Et de nos jours, 2 enquêteurs sont embauchés par un milliardaire pour retrouver les 7 aigles, déchiffrer la totalité du code qui doit mener à un trésor ou un mystère que Napoléon a voulu dissimuler aux yeux du monde. Oh, wow. Voilà, donc il y a un certain... Je vois de la gourmandise dans les yeux de Denis Lojol. Ah oui, je vais le dire. Oui. Non, mais On est quelque part entre le secret de la licorne et le Da Vinci Code. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, quelques journalistes m'ont fait l'honneur de dire que c'était le Da Vinci Code français. Alors j'espère avoir le même succès que Dan Brown, mais en tout cas, c'est en effet l'esprit. Et en fait, je vais vous dire, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est mon éditeur qui m'a dit
j'adore ton livre parce que les gens vont l'acheter pour se divertir et qu'ils vont apprendre plein de choses. Alors là, moi je dis, ok, là, si on est là, c'est que c'est bon. C'est la recette réussi. magique. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un peu d'Indiana Jones aussi, il y a beaucoup d'action. Beaucoup. Et alors vous avez dit, il y a 2 enquêteurs. En fait, il y a une concurrence. C'est-à-dire ils sont plusieurs à chercher les 7 règles. Et il y a des gros méchants quand même. Exactement. Les 2 enquêteurs en question vont faire face à effectivement un certain nombre d'obstacles et il y a une sorte de course aux aigles puisque en face d'eux il y a une mafia du trafic d'art qui est elle aussi à la course aux aigles et également une société secrète dont on ne sait pas en vérité aujourd'hui si elle existe ou pas. Je suis sûr que c'est les Anglais, non? Non, Il y aura des Anglais. non, c'est pas les Anglais là ce coup-ci. C'est une secte, une société secrète dont on ne sait pas si elle existe réellement, qui s'appelle les 9 Inconnus, qui a été créée en moins 243 en Inde, donc ça fait un certain temps, mais dont on retrouve des traces dans l'histoire jusqu'au 19e siècle, donc quand même ça dure pas mal. Et ces 9 Inconnus eh bien, sont à la recherche également des aigles, mais pour d'autres raisons. Voilà, et on ne va pas tout dire de on la s'arrête suite là. du roman, mais on va juste dire que les personnages centraux, il y a un historien, un chercheur en histoire français et une américaine qui a une agence qui enquête justement sur les trafics d'œuvres d'art et qui collabore régulièrement avec le FBI. Je me tourne vers Émilie Glaison. Vous pourriez dessiner une BD sur base d'un scénario tel que celui-là, ou c'est complètement étranger à votre travail, il faut que vous ayez, vous, écrit le scénario? Alors non, pas du tout. J'ai collaboré à plusieurs reprises et je viens de finir une bande dessinée avec un auteur de romans porno trash. Pour une bande dessinée d'horreur destinée aux enfants. Super. Et c'est comme ça que j'ai signé très vite sans même le lire. Ça a l'air d'être le plus gros challenge qui soit. Et alors, j'aurais tendance à mettre de l'humour partout. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas contrôler, mais j'adorerais pouvoir pondre un thriller un jour à 4 mains. Ouais. Et vous pourriez modifier votre dessin pour qu'on puisse reconnaître des personnages historiques? Oui, évidemment. Oui, c'est tout un travail ensuite de recherche et de morphologie totale. Si vous deviez dessiner Napoléon là maintenant, vous feriez comment? Je le ferais petit. Il aura sa main, même son bras dans son col, et je pense que je lui ferais une démarche un petit peu de bulldog. J'aime beaucoup les chiens, donc c'est pas du tout une insulte, mais voilà comme je vois Napoléon. Et vous, Denis Lejeune, si vous deviez travailler sur la période napoléonienne, d'abord, est-ce que ça vous intéresserait? Et quelles sont les images qui vous viendraient spontanément à l'esprit? Oh là, moi je pense à Sarkozy quand je passe à Napoléon, donc ça ne va pas du tout. Non, évidemment, les images des grognards, de l'Empire, mais c'est surtout toute la période de Russie, tout ça qui me fascine, parce que la retraite de Russie, c'était quand même une aventure incroyable. Ouais, donc la Bérésina. Oui, voilà, la défaite. Moi j'aime bien je suis toujours intéressé par les vaincus. Je viens de lire un bouquin qui s'appelle La mémoire des vaincus, que je conseille à tout le monde. Oui, non, je sais pas, il faudrait que je me plonge là-dedans. Mais j'aime beaucoup l'adaptation. Donc, vous avez déjà fait des pièces historiques ou pas? Historique. Pas pleurer, ça parlait de la guerre d'Espagne. C'était d'après le roman de Lili Salver. Donc on était dans le Barcelone de 1936. Et j'avais adoré ça, effectivement. On a été le jouer en Espagne d'ailleurs. Et Lydie Salver est restée une amie très proche maintenant. On continue à correspondre très régulièrement. Et non, il y a toute une immersion dans la langue. C'est souvent la langue qui fait la différence en théâtre, évidemment. Là, dans Pas pleurer, il y avait du fragnol. C'est un mélange que sa mère parlait, un mélange de français et d'espagnol. Et comme ma compagne est d'origine espagnole, sa mère est espagnole aussi, elle a eu beaucoup de facilité à utiliser ce langage-là. Et sur scène, c'est un bonheur absolu de parler ce fragnol. C'est aussi une langue dont Lydie avait un peu honte, qui était un peu méprisée, parce qu'on se moquait d'elle, parce qu'elle avait cet accent, enfin voilà. Et puis en réalité, sur scène, c'est un cadeau, évidemment. Ça m'intéresse d'aller gratter dans les choses dont on n'est pas forcément fier. Il faut. Mais là, oui, voilà. Enfin, je pense que c'est là qu'il y a les plus grosses merveilles, parce que le tabou, je déteste le tabou. J'ai réalisé qu'on a tous des tabous dingues et qu'en fait, on vit tous les mêmes, et qu'à partir du moment où tu t'ouvres et que tu parles, tu réalises qu'en fait que ça va résonner absolument dans n'importe quelle oreille. Exactement, au théâtre, c'est toujours ça avec les comédiens, les jeunes comédiens ou les comédiennes. Ouais. Allez creuser dans vos faiblesses, allez chercher. Moi, on m'a toujours dit que j'étais raide, parce que je venais du cyclisme, alors j'étais trop raide. Et puis un jour,
j'ai joué un personnage raide. Ouais. Et j'ai joué avec ma raideur. Et tout le monde était mort de rire. Pareil pour mon accent, parce que j'avais un peu l'accent du Sud. J'ai essayé de le corriger, de bien parler comme ça. Et puis un jour, j'ai fait un les personnage conventions. raide avec l'accent du Sud. Et c'était un cadeau. Et depuis, je suis plus raide et puis j'ai plus l'accent. Dans les romans, c'est pareil. Il faut travailler les faiblesses des personnages. C'est très important parce que, surtout dans les policiers, les thrillers, etc., on a tendance à présenter des héros, entre guillemets, des gens. Mais il n'y a rien de plus touchant et de plus humain, finalement, de dire, oui, il sait faire, il a telle et telle qualité exceptionnelle, ok, parce que c'est un héros. Mais en même temps, il a des moments de déprime, de doute, de faiblesse, il peut fondre en larmes, etc. Et ça, c'est important parce que c'est une forme d'identification aussi. J'appelle ça le syndrome du Superman, quoi. Il n'a tellement pas de défauts qu'il est lisse. Complètement. C'est exactement ça. Dans Kung Fu, c'est exactement ça qu'on creuse. C'est-à-dire qu'elle commence par dire, moi, je vais être une super-héroïne. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a plein de failles et de faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant. Alexandre Murat, est-ce que vous vous définissez comme romancier aujourd'hui? Alors, c'est mon premier roman. Alors, j'ai la chance inouïe que ce premier roman fonctionne super bien, il se vend bien, il y a eu beaucoup de relais dans la presse. Alors, on s'en rapproche, mais j'ai même vendu les droits audiovisuels parce qu'il y a un producteur qui va en faire une série sur Netflix, Amazon. J'allais vous dire ça. J'allais vous dire, moi je ne le vois pas au théâtre, mais je le verrais bien au cinéma. C'est très très visuel en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la façon dont tu écris, on voit les choses. Et effectivement, je ne l'ai pas forcément fait exprès, c'est comme ça que je m'exprime. Et voilà. Mais donc, oui, il y a effectivement les droits audiovisuels. Et donc il y a une série qui va sortir. Là, l'éditeur me demande la suite, ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc, est-ce que je me définis comme un romancier? J'en suis pas absolument certain, mais en tout cas, je tends à être ça. Et en tout cas, c'est ce qui m'a le plus amusé durant ces 5 dernières années, de loin, ça c'est sûr. Donc, c'est un accident de votre vie ou vous y pensiez depuis longtemps à ce bouquin? Non, alors c'est un mélange des deux. Moi, mes parents étaient quand même très versés là-dedans. Ma mère était historienne, donc elle a écrit des biographies historiques, etc. Donc déjà, le côté historique était très présent. Mon père était producteur de cinéma et il a produit tous les premiers films de Louis Malle, donc Ascenseur pour les Chafauds, Zazie dans le métro, Les Amants, etc. Donc il a écrit des pièces de théâtre, justement, il a écrit des nouvelles. Donc je baignais dans ce milieu, on va dire, artistique, historique, etc. Bon, j'aimais bien écrire des petites nouvelles, des petits machins. Et puis un jour, je me suis lancé. Moi, je suis entrepreneur. En fait, j'ai monté des boîtes. Donc dans l'entrepreneuriat, une des règles, c'est que tu te jettes à l'eau et puis après, tu sais si tu sais nager ou pas, quoi. Mais tu ne te poses pas la question avant, quoi. Donc je me suis jeté à l'eau, j'ai écrit. J'ai pu expérimenter que l'écriture était une école de la persévérance et de l'humilité, parce que moi je pensais que l'entrepreneuriat était une école de la persévérance, mais l'écriture et l'édition c'est 100 fois pire, soyons clairs. Mais j'ai pas abandonné, j'aurais pu abandonner 10 fois, hein. J'ai pas abandonné, j'ai tenu et j'en suis hyper fier, hyper content. Donc c'est une super aventure, quoi. Honnêtement, je le dis souvent, hein, je vis un rêve éveillé. Hein. Donc, Denis Lojol, l'écriture, c'est douloureux parfois ou pas pour vous? C'est marrant parce que moi je crois que j'ai toujours un peu sacralisé l'écriture. En fait, pour moi c'est quand même un peu le top du top. Je viens de l'écrit, hein, donc je viens d'un milieu assez littéraire aussi. Et donc j'ai toujours fait des traductions, des adaptations. Des portraits, je tourne toujours autour, j'ai l'impression que j'arrive pas à l'aborder frontalement, donc je rentre par la fenêtre. Et voilà, mais oui, c'est difficile, oui. C'est difficile, et puis, mais dans le théâtre, on a une chance incroyable, c'est que très vite il faut donner, et puis il faut donner quelque chose, et puis après on le modifie, on peut le bouger. Donc voilà, ça apprend à être assez malléable. Voilà. Tu n'as pas tendance à revenir sur tes textes constamment, tu arrives à... Ouais, et puis oui, c'est ça, on passe à autre chose. De toute façon, il faut le faire. Donc voilà, et puis là encore, je veux dire, là tout à l'heure, je vais envoyer un message en disant, tiens, dis plutôt cette phrase que cette phrase. Hein. Je veux dire, ça s'adapte, c'est un spectacle vivant, donc tu peux changer le truc d'un jour à l'autre quasiment. Ah, ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Enfin, moi, j'aime toujours être dans le travail.
c'est comme ça que l'inspecteur reste vivant, justement. Alors moi, je suis très admiratif du dessin, en revanche. Ouais. Moi, je pense que mes enfants qui ont... moi, j'ai 5 enfants, donc la junk food, ça me Ça parle. doit Hein. te parler. Donc, enfin, j'ai réussi à peu près les préserver de ça. Mes enfants qui ont... Les plus petits ont 3 et 5 ans, je pense qu'ils dessinent 100 fois mieux que moi. Donc, je suis très admiratif du dessin, de l'art de dessiner. C'est un truc que j'adorerais savoir faire. C'est aussi un rêve éveillé, je trouve. ça. Ouais. Alors moi aussi, et mon prochain projet, ça va être sur Fab Caro. Ah, mais non, trop bien. Mais sur un roman de Fab Caro qui s'appelle Lequel Samouraï. Ok. Samouraï, c'est le dernier. Ah, je vois un petit lien avec Kung Fu. Oui, ça c'est... Le hasard, Ah, mais le hasard. c'est génial. Tu l'as rencontré et tout? On s'est écrit. C'est l'homme le plus gentil sur Mais Terre. oui, on s'est C'est écrit, une il a crème dit tout de suite, à la il était crème. ravi. Tu fais, mais c'est moi qui suis... Inversons pas les rôles. Ah, mais j'ai une admiration sans bande pour lui parce que question humilité aussi, c'est quelqu'un de... Bah, il est là, quoi. On est d'accord. Ce qui est rigolo. Fabrice Caro, pour ceux qui ne connaissent pas. Fabrice Caro. Donc Fab Caro, je vais plus revenir sur le nom de la première BD qui était Zai, Zai, voilà, un qui était carton. son énorme Mais succès. C'est un excellent romancier. Et c'est un ça a été excellent porté au romancier aussi. cinéma. Oui. Exactement, et qui là, ces derniers romans, il y a évidemment toujours de l'humour, hein, il peut pas s'en empêcher, c'est très Oui. bien comme ça. Mais il y a aussi quelque chose qui affleure derrière, qui parle de dépression, qui parle de choses très très graves, avec toujours Un peu de légèreté. Exactement. Un petit peu comme C'est très existentiel, un j'adore. petit peu comme Élie Gleason et un petit peu comme certaines mises en scène de Denis Lejeune. Émilie, je voudrais aussi vous poser la question de la souffrance et de la difficulté de l'écriture. Où est-ce que ça coule tout de suite? Il y a un co-auteur, hein, je voudrais quand même qu'on signale Alors sur, oui, sur Junk Food. Hein. c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais Arthur, c'est Arthur Croc. un ami de jeunesse qui journaliste en herbe, et donc j'avais besoin de lui pour les interviews notamment et toute la documentation qui n'est pas mon point fort, je dirais. Puis ça a été vraiment un travail à deux. Sinon, en termes généraux, dès que je dois faire un effort, j'arrête. Parce que c'est plutôt, tu sais, quand je dors ou que je mange et je suis là, ouah, l'idée me vient vite, boum, 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 boum. Et je n'ai pas d'effort à fournir en général. Voilà. Là, moi, quand je t'entendais, il y avait un point commun, c'est la documentation. Et d'ailleurs, quand on t'a interviewé là, j'ai appris énormément de choses et ce fameux point de félicité. Ouais, c'est le ça, point bliss. Et donc, là, c'était pareil pour Aranea. J'ai dû énormément me documenter et je souhaitais que ça soit très documenté pour que le lecteur soit toujours à la frontière de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et ça, c'était. Donc, il y a une grosse documentation à tel point qu'à la fin du livre, j'ai voulu mettre une page en disant voilà tout ce qui est vrai dans le livre. Et il y en a plein des choses vraies. Il faut la lire en dernier, hein, sinon c'est triché. Ah ouais, bien sûr. Il faut le lire en dernier. Et pour revenir sur cette histoire de difficulté de l'écriture ou de la création, moi, la documentation m'a beaucoup aidé. Okay. En fait, parce que parfois, la réalité dépasse la fiction. Et donc, je cherche un truc, je me documente, et tout d'un coup, en me documentant, je dis « Ah, mais ouais, mais ça, c'est une super idée !» Et tac, je peux rebondir. Donc, en fait, il y a une sorte de jeu de va-et-vient entre la documentation et la fiction. Voilà, Qui et on recycle l'histoire comme ingrédient de la fiction. On va rappeler donc Junk Food de Arthur Croc et Emily Gleason. C'est paru chez Casterman. Pour Kung Fu, mise en scène de Denis Lejeune avec Émilie Guillaume, c'est jusqu'au 18 février et c'est au théâtre de Poche. Et alors pour Aranea, c'est aux éditions du Fleuve Noir, livre d'Alexandre Murat, L'ultime secret de Napoléon. Est-ce que vous avez passé un bon moment tous les trois? Oui. Super. Oui. C'était trop fun. C'était parfait. Alors on va espérer que vous ayez tous l'envie d'aller vous voir les uns les autres, que le public ait aussi ce désir-là de vous lire, de vous voir sur scène. Et on va proposer aussi au public de jeter une oreille attentive à notre micro ouvert de la semaine. C'est Marwan Abdallah qui revient pour un texte qu'il a écrit pour nous. C'est Ce qui m'a sauvé. Savez-vous ce qui m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises? Quand on m'a humilié, méprisé, quand on m'a dévalorisé, savez-vous ce qui m'a sauvé la vie? La parole. C'est la parole qui m'a permis de retrouver le souffle de l'espoir. C'est la parole qui m'a permis d'enfoncer les portes du rêve. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'avais 15 ans. L'été venait tout juste de débuter et j'étais impatient
d'aller en vacances avec ma famille pour déguster des glaces à la vanille et me prélasser sur le sable chaud et fin du Maroc. J'avais tout préparé. Mon nouveau maillot, mes lunettes de soleil, ma crème solaire, fallait me voir. J'étais vraiment paré pour l'été. Mais hélas, avant de me prélasser sur les plages, il me fallait affronter l'une des pires épreuves pour un ado de 15 ans, la remise des bulletins. Le jour J, le proviseur entra dans notre classe avec les bulletins. Mes mains étaient moites, mon cœur battait la chamade, et vous vous demandez probablement pourquoi. Eh bien parce que je savais pertinemment que mon bulletin n'était pas fameux. Il débuta la distribution, félicita les uns et les autres, conseilla avec bienveillance certains, et une fois arrivé devant moi, il me jeta littéralement mon bulletin avec mépris. Soudain, j'avais au fond de moi 1000 mots, 1000 cris, 1000 contestations, toutes prêtes à jaillir, mais rien n'est sorti de ma bouche. C'était comme si elle avait été cousue. Cousue par l'humiliation, cousue par la honte, cousue par l'amertume. Ce jour-là, je me suis fait la promesse que plus jamais je resterai silencieux face au mépris et à l'injustice des hommes. Ce jour-là, j'ai pris conscience de l'importance des mots et de leur puissance. Ce jour-là, j'ai épousé la langue française car je savais qu'elle seule m'aiderait à devenir quelqu'un qui ose, quelqu'un qui manie les mots comme on manie les armes, quelqu'un qui se libère et s'émancipe par le verbe. J'ai donc tout lu. J'ai écouté les plus grands discours, mais le plus important, oui, le plus important dans tout cela, c'est que je suis sorti de ma zone de confort en faisant de la radio sur BX1. Ensuite, je pense qu'une destinée se construit principalement sur des rencontres. Et à ce sujet, j'ai reçu les conseils inestimables d'un grand avocat, si ce n'est peut-être le plus grand avocat en Belgique, pour qui aujourd'hui j'éprouve un véritable respect filial, Maître Spreutels. Grâce à lui, j'ai compris que la justice des hommes passait inévitablement par la justesse des mots et que la frontière entre l'éloquence et la grandiloquence était poreuse. Cette frontière avait pour nom authenticité. En effet, pour parler bien, il fallait parler vrai. Et je me remémore souvent cette phrase de Maître Spreutels qui me disait « Marouane, tu dois sacraliser le silence, plus puissant que n'importe quelle phrase. » En conclusion, tout mon parcours se construit sur l'amour des mots et l'amour de la langue française. Alors, si derrière votre écran, vous ne deviez retenir qu'un seul conseil, c'est celui-ci. Ne laissez jamais personne parler à votre place. La parole façonne des parcours et ouvre des portes autant qu'elle enferme. Alors, en un mot, parlez, parlez, parlez et surtout, comme disait si joliment Oscar Wilde, soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris. Ce qui m'a sauvé la vie, donc texte de Marouane Abdallah Marouane, vous pouvez le retrouver sur la radio DAB+ de BX1 tous les dimanches dans le Club du Dimanche où on parle notamment de sport. C'est entre 13h et 18h et Marouane anime 2 chroniques, la mi-temps philo et au fil des mots. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous et à la semaine prochaine.